Très heureux d'être ici. Merci à la force de m'avoir invité dans cette belle enceinte avec une belle présence. Donc, je pense que mes prédécesseurs m'ont facilité la tâche puisqu'on parle aujourd'hui de diabète, d'hypertension et de dyslipidémie, avec une mention particulière pour la dyslipidémie dans la mesure où je vais essayer de démontrer aujourd'hui que c'est une dyslipidémie qui est différente de celle qu'on rencontre en l'absence de diabète. Ici, c'est une dyslipidémie secondaire au diabète par des mécanismes physiopathologiques que je vais survoler pour ne pas trop alourdir le topo, mais qui sont importants pour connaître, pour comprendre un petit peu la prise en charge et le traitement. Donc, des choses que vous savez, la dyslipidémie, c'est un facteur clé dans les maladies cardiovasculaires et heureusement, c'est un facteur qu'on peut gérer, qu'on peut modifier par les règles hygiéno-diététiques, par le traitement. Hypolipémie. Alors malheureusement, seul un tiers de nos patients dyslipidémiques sont correctement traités. C'est un peu dramatique. Seul un tiers sont correctement traités, soit parce que ils laissent tomber le traitement à cause d'effets indésirables, soit parce qu'en atteignant un objectif de LDL, s'il était élevé au départ, quand on l'atteint, eh bien, on a tendance à vouloir arrêter. Hein, le patient se dit, bon, j'ai un bilan normal, je peux arrêter. Et c'est une erreur. Alors, on se retrouve avec moins de 45% de patients qui atteignent les objectifs LDL au long cours. LDL, surtout le LDL, le cholestérol. Et puis, il y a une mauvaise observance. On a calculé que moins de 40% de patients, au terme de la première année, restent sous le traitement hypolipémiant qui leur a été prescrit. Moins de 40%. Donc, il y a clairement du travail pour essayer un peu d'améliorer l'observance de nos patients en les éduquant, en leur disant clairement l'intérêt de ce traitement hypolipémiant. Alors, des choses aussi que vous savez, c'est que les personnes diabétiques ont 3 à 4 fois plus de risques de faire un événement cardiovasculaire par rapport à une population non diabétique. Plus loin même, un patient diabétique a un même risque d'infarctus du myocarde qu'un patient qui a déjà fait un infarctus du myocarde. Ils ont le même risque. Même s'il n'a jamais fait d'infarctus, jamais d'événement cardiaque, eh ben, il a le même risque qu'un patient qui a déjà fait un infarctus. Et on a prouvé par des études que quand on intervient sur l'hypertension artérielle, comme ça a été dit par mon prédécesseur, et quand on intervient sur la dyslipidémie, eh bien, on réduit le risque d'événement cardiovasculaire. C'est mathématique. Alors, dernière notion aujourd'hui, c'est qu'un patient dans ce rappel épidémiologique, c'est qu'un patient diabétique n'est jamais considéré à faible risque cardiovasculaire. Jamais. C'est toujours soit modéré, soit élevé, soit très élevé, mais jamais à faible risque. Il suffit d'être diabétique pour être étiqueté comme, au minimum, avoir un risque modéré de maladie cardiovasculaire. Alors, il s'agit ici je parle du diabète. Dans le diabète, la dyslipidémie est secondaire. Pourquoi secondaire? Parce que le primum movens, c'est une résistance à l'insuline. La cascade physiopathologique commence par une résistance à l'insuline. Et je vais le démontrer. Je vais essayer de le faire dans la plaque qui suit. Alors, cette dyslipidémie existe quand même chez 30 à 60% de nos malades diabétiques. C'est-à-dire que pratiquement les 2 tiers de nos malades diabétiques ont une dyslipidémie. Et ça concerne surtout le diabète de type 2 en surpoids ou obèse. Le diabète de type 1, on peut trouver un profil lipémique comme celui de la population générale, mais le diabétique de type 2 obèse, dans 2 tiers des cas, il a une dyslipidémie. Alors j'ai mis en rouge le profil que vous allez trouver si vous demandez un bilan lipidique chez un malade diabétique. C'est un profil particulier. Bon, c'est pas toujours comme ça, mais on trouve souvent ça. Triglycérides très élevés ou élevés. HDL cholestérol qui est le bon cholestérol qui est diminué et un cholestérol LDL qui est dans les limites de la normale ou légèrement augmenté. Alors franchement, quand on voit ça sur un bilan lipidique, qu'est-ce qu'on se dit? Là, on se dit, triglycérides élevés, c'est pas très grave. On va dire du phénofibrate, etc.
et le cholestérol qui est réputé athérogène, qui fait peur. Tout le monde connaît le cholestérol. La population générale, etc. Tout le monde a peur du cholestérol. Mais le mauvais cholestérol peut être normal ou légèrement élevé. Et on a tendance à se dire, finalement, c'est un bilan lipidique qui n'est pas très alarmant. Or, et vous le savez depuis quelques années, l'hypertriglycéridémie est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, à part entière, aussi grave que le cholestérol. Pourquoi? Eh bien, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une cascade d'événements physiopathologiques au niveau de l'endothélium qui aboutit à la plaque d'athérome. Tout cela parce que les triglycérides font beaucoup de choses. D'abord, ils vont augmenter les radicaux libres oxygénés, ils vont diminuer le monoxyde d'azote, ils vont activer au niveau de la surface de l'endothélium les cellules, les molécules d'adhésion, ils vont activer l'inflammation en recrutant des monocytes, et ils vont s'introduire dans l'intima, être captés par les macrophages de la média, et ce sont ça, les cellules spumeuses, qui vont aller dans le centre de la plaque d'athérome. Donc regardez la cascade d'événements dus à l'hypertriglycéridémie. Alors, comme je le disais, le primo movens, c'est une résistance à l'insuline. Cette résistance à l'insuline va faire que le métabolisme des triglycérides devient défaillant, et par le jeu des interactions métaboliques entre les triglycérides et le cholestérol, il va y avoir formation de particules de cholestérol qui sont particulièrement athérogènes. Alors ça, c'est ce qui se passe. Je vais aller rapidement ici. Que fait l'insuline normalement? L'insuline, elle active la dégradation des VLDL qui sont très riches en triglycérides pour aboutir aux acides gras qui seront stockés dans le tissu adipeux. Et en même temps, elle va freiner la production de VLDL par le foie. Encore une fois, le VLDL, c'est ce qui transporte les triglycérides. Si maintenant, par définition, dans le diabète de type 2 obèse, on a une insulino-résistance, eh bien, ces phénomènes vont être perturbés et les triglycérides vont augmenter, les VLDL vont augmenter. Alors, non seulement ce sont des VLDL augmentés en quantité, mais ce sont de grosses VLDL chargées de triglycérides qui n'ont pas été métabolisés. Alors, ces VLDL vont céder des triglycérides au HDL et LDL. Alors que le HDL et LDL va donner du cholestérol au VLDL. Il y a un échange de bons procédés. Les triglycérides vont d'un côté, le cholestérol de l'autre. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que les HDL et LDL riches en triglycérides vont subir l'action de la lipase hépatique et vont devenir de petites particules appelées en anglais small dense LDL, très très athérogènes. Et donc, quand vous voyez sur un bilan lipidique un taux normal de HDL, ça ne veut rien dire. Ce sont des HDL tueurs, des HDL très athérogènes qui vont entraîner de façon très accélérée l'initiation et la progression des plaques d'athérosclérose. Et pour finir ce survol physiopathologique, ce qu'on voit dans notre pratique quotidienne, c'est la partie apparente de l'iceberg. On voit que le cholestérol total est LDL dans les limites de la normale. On peut voir des HDL diminuer et des triglycérides augmenter. Mais en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le rôle athérogène des triglycérides, je viens d'en parler. On a métabolisme défaillant des VLDL. On a surtout, et ça j'en ai pas parlé, des phénomènes d'oxydation et de glycosylation. Ces particules, ces lipoprotéines sont oxydées. Et le fait qu'elles soient oxydées participe aux dégâts vasculaires. Et en plus, il y a ce couple infernal. On a l'habitude de parler de couple infernal. Diabète, dyslipidémie. Pourquoi? Parce que le diabète entraîne une glycosylation de toutes les protéines. Et les lipoprotéines n'y échappent pas. Elles sont glycosylées aussi. Et le fait qu'elles soient glycosylées les rend encore plus athérogènes. Alors, quel est l'arsenal thérapeutique à notre disposition? Vous connaissez les statines depuis 30 ans. Ils inhibent la synthèse intracellulaire de cholestérol et par ce fait, les récepteurs au cholestérol sont diminués en surface et ça permet une baisse du LDL cholestérol. Alors, j'aimerais ici séparer entre deux groupes de statines.
En général, il y a les statines d'intensité modérée qui font diminuer le LDL cholestérol entre 30 et 50%, et les statines d'intensité forte qui permettent une augmentation du LDL cholestérol de plus de 50%. Donc, dans ce registre, nous avons la torvastatine et la rosuvastatine. Statine forte. Les éthymines. Et je vous demande de faire attention parce que c'est un médicament intéressant dont on disposait, mais je ne sais pas actuellement, je vais ouvrir à la fin une parenthèse sur la disponibilité des antilipémions chez nous. Les éthymines, c'est très intéressant dans la mesure où il a un mécanisme d'action très simple. Il inhibe tout simplement le passage transluminal au niveau de la bordure ambreuse intestinale. Donc, il empêche l'absorption intestinale du cholestérol. Il est bien toléré, ne coûte pas très cher et permet d'atteindre quand même 15 à 25% de réduction du LDL, ce qui n'est pas négligeable. Et on verra son utilité par la suite. Alors ça, c'est le progrès. Il y a une protéine en nom un peu barbare qui s'appelle la proprotéine proconvertase subtilisine kexine 9. L'abréviation IPSS-K9. Elle fait quoi en fait? C'est tout simplement une protéase sécrétée par le foie et qui va cliver, qui va détruire les récepteurs LDL à la surface des cellules. Donc, si on détruit les récepteurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le LDL n'est pas capté par les cellules et il reste augmenté en circulation. Alors, qu'est-ce qu'on a imaginé? Des anticorps monoclonaux qui vont inhiber l'action de cette protéase. D'où ce sont des anticorps monoclonaux qui s'appellent l'évolucumab, l'alirocumab, qui diminuent la dégradation du récepteur au LDL cholestérol et qui permettent 40 à 60% de diminution du LDL cholestérol, même chez un malade qui est déjà sous statine. C'est-à-dire vous réduisez avec une statine 50% et en plus, ce qui reste, vous réduisez de 40 à 60% quand vous utilisez ce genre de traitement. Alors ça existe en Europe, aux États-Unis depuis 2015, c'est approuvé et c'est réservé en cas d'échec. Je vous dirai après la séquence thérapeutique quand on verra les observations médicales. Alors ça se vend sous le nom de Repata. C'est 140 mg tous les 15 jours ou 420 mg par mois. Et regardez combien coûte un stylo, 219 €. L'autre produit, toujours dans ces inhibiteurs-là, c'est le Praluent. Vous avez devant vous les posologies et les prix du stylo à 300 mg, 430 €. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette molécule, l'acide bempédoïque? C'est un hypolipémion. C'est un hypolipémion qui inhibe l'ATP citrate lyase et tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il va réduire la synthèse du cholestérol dans le foie. C'est un traitement pratique qui permet quand même 15 à 25% là encore de réduction du LDL cholestérol. Et il existe également en association avec les éthymines dont j'ai parlé tout à l'heure, dans un même comprimé. Il est bien toléré et il a des vertus anti-inflammatoires. On a constaté dans les études qu'il baisse un peu la CRP et surtout, il ne donne pas de myalgie. Vous allez me dire après votre expérience avec les statines, mais on a un problème musculaire chez certains patients avec les statines, mais pas avec l'acide bempédoïque. Ça peut être une alternative. Mais malheureusement, parfois, il peut provoquer chez certains malades une hyperuricémie. Alors, voici le mode d'action. Il va inhiber l'ATP lyase, comme je l'ai dit. Ça, c'est pas, je passe. Ça se présente sous cette forme. C'est des comprimés à 180 mg, un comprimé par jour. Et ici, vous avez la forme associée à l'ézetimibe 10 mg, un comprimé par jour également. Et enfin, dans ce panel des hypolipémions, et c'est important parce qu'à la fin, on va voir qu'est-ce qu'on peut donner chez nous. C'est la fameuse, vous vous rappelez de la cholestéramine? Là, il y a un nouveau séquestrant des acides biliaires. Ce sont des médicaments qui empêchent l'absorption des sels biliaires et des acides biliaires, le cycle entérohépatique, et qui font baisser le cholestérol. Et actuellement, on dispose du cholestévelan, qui réduit 15 à 25%. Alors, j'en arrive au vif du sujet. Toutes les sociétés
de cardiologie et d'endocrinologie ont émis des recommandations pour la dyslipidémie du diabétique. Et en gros, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la baisser au maximum en fonction des facteurs de risque qui sont présentés par le patient. C'est-à-dire qu'un bilan lipidique chez un patient diabétique ne peut pas être interprété isolément. On doit regarder quels sont les facteurs de risque que mon patient présente. Eh bien, pour faire la synthèse des recommandations, voici ce que vous devez faire, rechercher chez un patient diabétique dyslipidémique. Ça suppose un interrogatoire, ça suppose quelques examens paracliniques. Il faut regarder son âge, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il est hypertendu, est-ce qu'il a des antécédents familiaux d'athérosclérose précoce, est-ce qu'il a un HDL inférieur à 0,4, est-ce qu'il a une atteinte d'organes en rapport avec le diabète, par exemple une microalbuminurie, une rétinopathie diabétique. Est-ce que son diabète dure depuis plus de 10 ans? Est-ce qu'il a une maladie cardiovasculaire par athérosclérose? Donc, je ne sais pas dans votre pratique, mais franchement, on a l'habitude de voir des patients, ils sont diabétiques depuis 10 ans, on leur dit, est-ce que vous avez eu une analyse des urines? Il y en a qui disent non. Ça arrive, ça m'arrive. Il faut faire ça la première fois que vous voyez un diabétique qui a une dyslipidémie. Il faut regarder est-ce qu'il a ces facteurs de risque. Alors, s'il a aucun facteur de risque, c'est un risque modéré. S'il a un ou deux facteurs de risque, c'est un risque élevé. Et s'il a 3 ou plus parmi ces facteurs de risque, c'est un risque élevé. Et la stratification va permettre de donner les traitements adéquats par la suite. Donc, normalement, si mon HDL cholestérol est normal pour l'évaluation des facteurs de risque, on ne fait rien, mais en général, c'est une situation rare. Si j'ai un LDL cholestérol qui n'est pas très augmenté, je commence par une statine à activité modérée et je surveille. Si j'ai un LDL cholestérol qui est très élevé, je commence par une statine à activité intense et j'augmente les doses jusqu'à la dose maximale. Si je n'y arrive pas, et c'est là où le rappel des traitements dont j'ai parlé tout à l'heure devient important, je l'associe d'après les recommandations d'abord à l'ézetimibe 10 mg, et si ça ne marche pas, dans les rares cas où ça ne marche pas, je passe aux inhibiteurs de la PSC-K9. Et bien sûr, dans tout ça, il ne faut pas oublier le régime, l'hygiène de vie, l'activité physique. Parce que l'hypertriglycéridémie est le terrain idéal pour proposer à mon patient une bonne hygiène de vie, une diète, réduction des sucres, essentiellement, activité physique, et ça marche et on arrive à régler le problème des hypertriglycéridémies chez la majorité des patients. Il est inutile d'aller vers les traitements médicamenteux de prime abord. Alors, 3 petits cas cliniques très rapidement. Vous avez un homme de 50 ans qui est diabétique de type 2, qui prend une association metformin-sitagliptine, qui est obèse, il a 30,5 d'IMC, il n'est pas hypertendu, il n'a pas de maladie cardiovasculaire ni d'atteinte d'organes liées au diabète, il ne fume pas, mais son père a fait un infarctus à l'âge de 62 ans. Alors pourquoi il y a ces critères? Ça rappelle les facteurs de risque dont j'ai parlé. Et ici, vous voyez bien qu'il y a un antécédent chez un parent du premier degré, un antécédent cardiovasculaire précoce, 62 ans. Et alors, quand je fais le bilan, regardez ce que je trouve. Si on veut interpréter ce bilan, hémoglobine glyquée 7%, cholestérol total 2,25, LDL cholestérol 1,20, HDL 0,35, triglycérides 3,5. Ce qui frappe de prime abord, c'est les triglycérides, 3,5. Donc si vous m'avez suivi, qu'est-ce que je fais ici? Premièrement, régime. Je ne fais rien, je ne donne pas de médicaments. Je commence par un régime parce que c'est une hypertriglycéridémie prédominante. Les autres paramètres lipidiques ne sont pas alarmants. Donc, prise en charge diététique. Donc, mon patient, je fais un régime hypocalorique et puis, comme il boit du jus d'orange tous les jours et qu'il prend 2 ou 3 bières de temps en temps, ben, je vais lui dire d'arrêter parce que l'apport en sucre participe certainement à l'hypertriglycéridémie. Donc, après 3 mois, regardez. Son IMC baisse, son hémoglobine glyquée baisse, son HDL remonte, et donc je suis très bien.
Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de son LDL cholestérol 1 gramme par litre? C'est très bien 1 gramme par litre dans notre pratique quotidienne, mais c'est pas bien du tout, d'après les facteurs de risque dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque il persiste 2 facteurs de risque. C'est un risque élevé. Pourquoi? Pourquoi c'est un risque élevé? Parce qu'il y a 2 facteurs de risque, parce qu'il y a l'antécédent familial précoce. Voilà. Et donc, si je reviens, excusez-moi, je vais revenir au tableau ici. Quand j'ai 2 facteurs de risque, c'est quoi ma cible de cholestérol? Inférieur à 0,7. Et donc, je dois mettre une statine ici. Puisque j'ai encore 2 facteurs de risque, il est à 1 gramme de HDL, c'est pas suffisant, il faut le descendre à 0,7. Donc, je mets une statine, et après 3 mois de traitement, je baisse mon LDL à 0,65. Et c'est bien. Deuxième observation, une femme de 38 ans, diabétique depuis l'âge de 13 ans, elle n'est pas obèse, elle est mal équilibrée, elle a des atteintes d'organes liées au diabète, elle ne fume pas, elle n'a pas d'athérosclérose, elle n'a pas d'antécédents, et voici son bilan. Regardez son bilan, j'ai un LDL à 1,25, un HDL à 0,5 et triglycérides à 0,8. Un bilan, quand on voit ce genre de bilan, on n'est pas très inquiet, mais non, c'est une augmentation isolée du LDL cholestérol, et cette augmentation isolée ne répond pas en général aussi bien au régime que l'augmentation des triglycérides. Donc, je suis obligé de donner un traitement. Donc, elle a 3 facteurs de risque, cette jeune femme. Elle a une durée du diabète supérieure à 10 ans, elle a une HTA, et elle a une atteinte d'organes. Donc, le risque est très élevé. Donc, l'objectif, il est plus bas. C'est 0,55, c'est ça mon objectif de HDL cholestérol. Donc, je vais donner une statine d'intensité forte qui n'est pas suffisante. Elle ne baisse pas assez mon LDL, donc je rajoute de l'ézetimibe. Et puis, il faut absolument lui proposer un meilleur équilibre glycémique en optimisant le traitement. Dernier cas clinique, une femme de 29 ans qui est diabétique depuis l'âge de 21 ans. Vous voyez ses antécédents. Elle a un LDL cholestérol à 1,60. Il n'y a aucun facteur de risque associé ici. Donc l'objectif c'est 1. De toute façon, tous les diabétiques, l'objectif c'est 1. Plus de 1, c'est pas bon. Tous les diabétiques. Ici, elle n'a pas de facteur de risque, donc l'objectif c'est 1 gramme par litre. Donc je donne une statine d'intensité modérée puisque il n'est pas très augmenté son cholestérol, il est 1,6. Après 3 mois, j'ai ça. Donc la partie est gagnée. Mais après, elle va avoir 40 ans, elle va avoir plus de 10 ans d'évolution, donc les facteurs de risque vont changer, bien sûr. Donc mes objectifs de LDL vont baisser. Ça résume un peu ce qu'on a dit, je passe. Pour moi, cette plaque est la plus importante aujourd'hui. Pourquoi? Ces traitements dont j'ai parlé, bon, les statines, alhamdoulilah, on en a. Toutes les statines, Kaydin, avec les principes génériques, pas de problème. Les étimibes, quand vous allez sur médicaments poids, et Marakaïn, il a l'AMM, il a été vendu au Maroc, il nous a été présenté. Là-bas, il est introuvable. Avant de venir faire ce topo, j'ai appelé 2 ou 3 copains pharmaciens qui ont appelé les grossistes sur Salé, sur Rabat, 0. Je ne sais pas pour vous, on peut en rediscuter. Ça fait partie, et moi ça me frustre, à titre personnel, ça fait partie de beaucoup de traitements importants, recommandés, reconnus, pas chers, qui ont l'AMN, qui ont déjà été vendus dans les officines et qui disparaissent pour je ne sais quelle raison. Donc ça peut prêter à discussion. Alors, les inhibiteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont chers, mais franchement, il y a des traitements beaucoup plus chers qui sont prescrits au Maroc, qui sont remboursés dans plusieurs spécialités. Et puis, quand on a un infarctus diabétique, insuffisant rénal, chez qui on ne peut pas maîtriser son hyperlipidémie, ça peut sauver des vies quand même. Et puis les autres lipémiants, l'acide bempédoïque, etc., on les a pas. Et ils sont moins chers, ils peuvent rendre service. Conclusion, pour répondre à la question pour laquelle j'ai été invité aujourd'hui, quel est notre rôle devant une dyslipidémie? D'abord, tout malade diabétique, il faut typer sa dyslipidémie. Il faut lui faire un bilan lipidique. Dès que vous le voyez, bonjour, bilan lipidique. Il faut quantifier le nombre de facteurs de risque. Ça suppose un interrogatoire, ça suppose protéinurie, ça suppose beaucoup de choses. Quand j'ai évalué le niveau de risque, j'ai mes objectifs, et là je peux prescrire, et pour l'instant, nous ne disposons malheureusement que des statines, mais c'est déjà très bien si un patient est traité par des statines avec un bon
régime, etc. Et puis, il y a l'adage, il y a la règle du plus bas et du plus tôt. Plus tôt vous traitez vos patients, plus bas vous arrivez à obtenir pour la valeur du LDL, mieux votre patient va se porter. Je vous remercie. Merci beaucoup.